Madame, monsieur, bonsoir, fidèles auditeurs, avec monsieur Gallion de France Antilles. Bonsoir. Monsieur Gardeur, bonsoir. Monsieur Marajo. Bonsoir. Open Soft System. Soft, ça reste à voir. Soft veut dire doux, ça lui convient fort bien. Daniel Compère. Bonsoir. Directeur de publication. Oui, rédacteur en chef. Oui. Enfin, on va tout faire du. Un petit peu, oui. Petit progressiste. Ça va, Nadia? Ça va, merci. Un petit vent de fraîcheur. Une atmosphère parisienne. Elle est toujours dans les avions, cette fille. Ouais, c'est tu bon, nous parles des derniers films que tu as vus, puisque je reparle dans l'autre sens. Je veux surtout parler d'un film argentin. Le titre original, c'était Les Contes sauvages, Relatos Salvajes. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce film, c'est un film donc, que j'ai dit qu'il est argentin, c'est que c'est une série de petites histoires qui montrent des personnes, qui met des personnes en situation de stress extrême. Et ces personnes, en fait, le dénominateur commun, c'est qu'elles craquent. Et ça donne un film absolument intéressant à voir, parce que c'est à la fois, bon, c'est très méchant, c'est vraiment un humour plus que noir, il est vraiment mordant, mais c'est comme si on passait de l'autre côté du miroir, parce que ça nous est à tous arrivé à un moment donné, entre la personne qui pose sa voiture 2 secondes pour aller chercher des gâteaux pour l'anniversaire de sa fille, et puis boum, il y a la voirie qui passe, il se retrouve sans voiture, sauf que c'était pas parce que c'était pas indiqué que le stationnement était interdit, et puis c'est tout un tas de petites histoires un peu comme ça, avec des vengeances un peu terribles aussi, deux automobilistes qui se poursuivent, et puis il y en a un qui empêche à l'autre de passer, s'insulte, jusqu'où ça peut aller. C'est vraiment, si on n'a pas vécu la situation, en tout cas l'identification au personnage, elle est vraiment terrible. Donc ce film s'appelle les Nouveaux Sauvages, et c'est un petit bijou. À l'écran ici? À l'écran ici. Très bien, monsieur. Ben, allez voir les films où on est stressé, où on a des malheurs. Enfin, non, c'est pas des malheurs, au contraire, ça quelque part, c'est cathartique. Oui, parce que ça ne se finit jamais bien, entre guillemets, mais c'est très réel, c'est vraiment ancré dans la réalité, parce que ça nous est à tous arrivé. Cinéma argentin. Cinéma argentin, le cinéma argentin qui est très dynamique, oui. Avec des réalisateurs qui sont vraiment reconnus sur la scène internationale. D'ailleurs, il y en a un, Iñárritu, je sais que tu n'aimes pas qu'on dise les noms, mais qui se retrouve nommé aux Oscars pour un film qui va sortir bientôt, qui s'appelle The Birdman, avec Michael Keaton. C'est une histoire de super-héros, mais pas comme on a l'habitude de voir avec un tas d'effets spéciaux, des capes et de la magie. C'est plutôt un super-héros qui combat son propre démon qui est à l'intérieur de lui-même. On te laisse la parole, tu pars en 3 minutes pour nous, Antilla, puisque tu es, j'ai oublié de le dire, rédactrice au magazine, au célèbre journal Antilla. Voilà. N'est-ce pas? Alors, ce numéro, il est essentiellement politique, donc il colle complètement avec l'actualité. Un point fort quand même, on revient en début de magazine sur le tourisme, où les chiffres de l'INSEE, la dureté des chiffres ramène un petit peu les choses à la réalité. Ouais, où c'est pas l'embellie. J'ai trouvé très intéressant les articles qui sont très paritaires et de Chantal Mignon et de Joseph Péraste, ouais. Sur justement l'actualité politique avec, on est en 2015, hein, la collectivité. Et puis l'explication sur leur nouvelle affectation politique, leur nouvel engagement politique. Ouais. Et puis, indépendamment de la politique, il y a des choses qui sont très intéressantes, notamment en culture. Ah bah culture, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Et donc, avec une vraie galerie en Martinique, qui est la galerie 1461. Merci Gabriel. La galerie 1461 qui expose Gilles Élie Kozak, qu'on connaît plutôt comme réalisateur, mais qui est aussi plasticien. Très bon. Et qui a son expo qui s'appelle Lambeau, qui est visible jusqu'au 21 mars, et c'est vraiment très intéressant. Et il explique l'endroit géographiquement où ça se trouve. Alors 1461, c'est les coordonnées, latitude, longitude de la Martinique, et c'est le nom de la galerie qui se trouve à la zone artisanale de Divon. Ah bon. Et cette galerie est dirigée par Carrie Livris-Crochemar, qui fait un travail énorme, il faut le dire. Et sur l'expo Lambeau, donc de Gilles Élie Kozak, on aura aussi, avec l'exposition, l'opportunité de voir 2 de ses réalisations.
ça j'ai oublié de le dire. Et l'expo Lambeau, c'est l'idée de la mémoire créole, avec tout ce qu'elle a de composite, d'hétéroclite, avec toute la permanence, mais aussi tous les lambeaux qu'on perd en chemin. C'est vraiment très joli, quelque chose. Est-ce que d'entre vous peut m'expliquer le modèle économique de ces galeries qui ne sont pas subventionnées et qui ont comme concurrents les institutions officielles, souvent qui sont vraiment pourvues et programmées, qui ont une connexion de par le monde avec les artistes et tout. Comment ils font pour s'en sortir? Y a-t-il une clientèle qui achète des tableaux? Quel est le modèle économique? Et dis-toi qui est à la marge. Je te sens au bord de la taquinerie. Non. Une galerie s'en sort en prélevant un pourcentage sur les ventes des œuvres. Ça veut dire que les gens achètent? Oui, alors ça c'est en théorie, d'accord? Voilà le modèle économique. C'est je paye mon loyer, je paye mes dépenses en prélevant une commission sur les ventes des tableaux. Alors, beaucoup de galeries sont extrêmement éphémères, tout simplement parce que je parle là maintenant de la Martinique. Vous savez, à l'époque, fin des années 80 et début des années 90, il y a eu beaucoup de galeries à Fort-de-France. Et puis, ça a disparu en raison même de la crise économique, des crises économiques. C'est typiquement une activité qui se développe à partir du moment où ça va mieux sur le plan économique, où les gens consentent à dépenser une partie de leur budget pour de l'art, mais ce n'est que complètement cyclique. Hein. Ouais. C'est une activité extrêmement fragile. Non, mais là-dessus, il y a une vraie problématique quand tu parles du modèle économique des galeries. Il faut quand même savoir que la particularité de la Martinique, c'est qu'il y a effectivement, comme tu l'as dit, peu de galeries et encore moins de vraies galeries. Quand je dis de vraies galeries, des personnes qui sont ouvertes sur un marché international. D'accord, parce qu'une galerie ne s'adresse pas qu'aux personnes qui sont situées sur le marché martiniquais. Quand tu dis des personnes, c'est les artistes. Les artistes et les clients. Et les clients aussi. Et surtout les clients. Après tout, c'est eux qui achètent. Donc le marché de l'art en Martinique, il est vraiment balbutiant, pour ne pas dire inexistant. Ça, c'est la première chose. Mais à côté de ça, on ne peut pas nier non plus la multiplicité des expos qu'il y a. C'est-à-dire que et pour autant, ce ne sont pas des galeries. C'est-à-dire que les artistes locaux, pour le coup, ont l'opportunité vraiment de se produire, de se faire voir partout. Très bien. Par contre, il existe effectivement, même s'il est réduit, un marché d'acheteurs. Oui, quand même, parce que ça laisse suffisant pour leur laisser l'espoir d'exister. La Martinique est le 10e pays membre de l'OECS ou de l'OECO. L'ECO. Non, l'ECO. L'ECO, si tu veux. Comme tu veux, je veux. Oriental, c'est O. On va quand même se mettre d'accord. Et sinon, l'OECS, qui est l'Organisation of Eastern Caribbean States. Yes, d'accord? Very good. Aux côtés d'Antigua, de Barbuda, de la Dominique, de Grenade, de Saint-Kitts, Nevis, Sainte-Lucie, Montserrat, Anguilla, les îles Vierges britanniques, Saint-Vincent et les Grenadines. Pourquoi dire ça? Pourquoi maintenant entrer dans le détail? Parce qu'on se met à être membre d'un tas d'organisations grâce aux efforts conjugués de l'ancienne gouvernance et de la nouvelle qui finalise avec maestria ces processus qui avaient été engagés auparavant, et que bientôt on ne va plus rien comprendre, on sera plus où on est et à quoi ça sert, quelle est la fonction et l'utilité d'être dans ces organismes qui en quelque part encadrent ce qu'on pourrait appeler la fraternité caribéenne, et c'est ce qu'on a toujours souhaité en parole, en mots et en vœux. C'était donc la 60e réunion de l'autorité qui s'est déroulé du 4 au 5 février à l'hôtel Batelière. Vous y étiez tous. Ça avait une certaine solennité. À mon avis, ça m'a semblé être, je n'y étais pas personnellement, mais ça m'a semblé être très intéressant. Alors on peut se demander quel impact ça pouvait avoir pour les Martiniquais. Je crois que la Martinique, pour son entrée, vous allez me dire si je dis des bêtises, dans cette noble institution, a quand même mis la barre très haut avec quelques projets qu'elle avait déjà initiés et d'autres qu'elle a proposés à ses pairs de là. Alors on en fera l'inventaire si vous voulez, mais cette première partie, sur l'importance et en même temps la solennité de l'événement, je vous laisse la parole. C'est quoi la question? Voilà. De vous donner votre avis. L'entrée de la Martinique dans ce genre de réunion. Processus aboutissant des démarches remontant à 1900, pour la première officielle, 1996. Je pose la question, est-ce que, au point où on en est,
ça commence à prendre corps et à avoir de l'importance? Ça a de l'importance à mesure où ça ouvre une porte qui est une nouvelle notion de relations internationales, ce qui a été baptisé par Fabius, rappelé par Fred Constant lors de l'introduction de la Martinique à l'AEC, l'Association des États de la Caraïbe, qui comprend toute la grande Caraïbe du Mexique jusqu'à Trinidad. Ça ouvre la porte à ce qu'on appelle la diplomatie territoriale et on ajoute ici économique. C'est-à-dire qu'un département, une région française, une collectivité, qui logiquement n'a aucune compétence sur le plan diplomatique, sur le plan de relations internationales, rentre de plein pied dans son environnement, dans une relation internationale avec les États voisins. Bon. Les États indépendants voisins. États voisins. Bon. Cela veut dire que la signature du protocole d'accord de la Martinique avec l'OCO, la Martinique a signé au nom du gouvernement français. Et le détail qui a son importance, c'est que la Martinique est représentée non pas par le drapeau français, mais par l'emblème du Conseil régional. Tout à fait. Puisque c'est le Conseil régional qui est admis, c'est la Martinique par l'intermédiaire du Conseil, qui est admis au sein de cette organisation, admis en tant que membre associé. Comme elle n'est pas État de plein droit. Autorisée par l'État français. Autorisée par l'État français, et elle parle au nom de la France. La différence, la petite différence. Non, mais ça me suscite une réflexion sur ce point-là. Ça veut dire qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut. On fait pas ce qu'on veut. Je continue. Quand on a la volonté, on peut faire ce que l'on veut. Quand on a la volonté, qu'on y met de l'intelligence et qu'on. Non, c'est là que c'est pour ça que je t'interromps, parce que tu vas trop vite là. Cette disposition, la capacité d'entrer dans ces organismes au titre de la Martinique, et non en tant que représentant de la France, mais pas la France. On a compris, mais attends, on parle des téléspectateurs. Cela veut dire, l'AEC, en 1999, il y a une demande formulée d'intégration de la Martinique à l'AEC. À l'OCO, 99, faite par Alfred Marie-Jeanne. Alfred Marie-Jeanne profitait du fait qu'il y avait déjà une demande de la France avait intégré en tant que membre associé pour la Martinique et la Guadeloupe l'AEC. Alfred Marie-Jeanne s'est dit, il y a une passerelle diplomatique existante, je vais profiter pour faire des demandes. Rejeter parce institutionnellement, ça n'existe pas, puisque la capacité de coopération régionale dans ce n'existait pas dans les compétences des départements et régions d'outre-mer. Réforme de la loi de 2002, loi d'orientation, réforme de la Constitution, la coopération régionale rentre dans les compétences. Les choses deviennent possibles. 2001, il y a un premier acte important, c'est que la France dépose la demande d'adhésion de la Martinique et de la Guadeloupe en tant que membre associé à l'AEC. Mais il se trouve que nous sommes en cohabitation, que Mme Michaud-Chevry n'a pas vu le bon oeil que ça serait plus la Martinique que la Guadeloupe qui va rentrer en premier, et que les relations Jospin-Chirac, elle s'est liée à la présidentielle, je joue une carte, elle a dit à Chirac, pas question que la France dépose la candidature de Martinique et de la Guadeloupe. Surtout la Martinique. C'est intéressant ça, c'est le best. Il a fallu, changement de gouvernement, changement de majorité, et la réforme constitutionnelle de 2003, qui atteste de la capacité de coopération régionale et la reconnaissance par l'État de donner cette latitude diplomatique au département et régions d'outre-mer pour que, finalement, il faut une autorisation du gouvernement français. Fabius fait cette loi, cette lettre d'autorisation. Et puis on le fait. C'est ce que 2012. C'est ce que j'anticipais. Oui, mais il faut reprendre des étapes. 2012, et du coup, la Martinique s'assied à ce titre-là, à la table de l'AEC, comme elle est assise à la table de l'AEC, comme elle était à l'AOC, et comme elle sera assise dans quelques mois à la table du CARICOM. De la CARICOM. Absolument. Mais c'est bien pour faire des choses. Alors, je reviens à ce que je disais, et dis-moi à ton avis, ton sentiment. Est-ce qu'en fait, nous ne voulions pas comprendre qu'il faut qu'on s'affranchisse des labels, des titres, des appellations, départements, etc. Et que quand il y a une volonté, elle peut être facilement... il peut y avoir, si tu veux, une sorte d'harmonisation entre notre désir de rester intégré à la France, notre désir de participer à l'environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'en fait, c'est la volonté de l'homme. Où il y a une volonté, il y a un chemin, quoi. Vas-y, dis. Alors, le fameux camp, que certains dénoncent de l'appartenance à la France, et en même temps une formidable opportunité, parce que appartenir à un marché commun, parce que c'est ça, il faut quand même le rappeler, et je pense que c'est ça qui manque. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un marché commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une monnaie commune à un certain nombre de pays, donc c'est l'Eastern Caribbean Dollar,
Mais c'est surtout, un espace où les marchandises circulent sans droit de douane. Et puis, on essaie d'aller un peu plus loin, comme l'Union européenne. Nous faisons partie de l'Union européenne, c'est la même chose, donc une monnaie commune, libre circulation des hommes et des services et des marchandises. Et eux, ils essaient de faire la même chose. Alors, l'idée, c'est que, et la question, c'est pourquoi on va là-bas, et c'est une question centrale, mais pour répondre à la tienne, je crois que souvent, ce que nous avons fait dans le passé, sans dénigrer l'action des hommes politiques du passé, ce que nous avons fait, c'est dénoncer l'absence de nouveaux cadres, mais sans profiter, sans optimiser le cadre existant. Et il faut faire bouger les lignes, c'est vrai, il faut élargir le cadre, il faut aller vers plus d'autonomie, c'est clair. De responsabilité. Et de responsabilité et de conditions d'efficacité. Ok. Le cadre légal est fondamental. Si vous n'avez pas de loi écrite, vous ne faites rien. Donc il faut la loi résulte de la volonté de l'homme. De la volonté politique. Et effectivement, par rapport aux anciens, les nouveaux disent écoutez, on va aller jusqu'au bout de la frontière de nos possibilités, de nos droits, et on va tester la capacité de ceux qui posent le cadre à faire évoluer. Et ça, c'est un très très bon exemple d'efficacité politique il faut quand même rendre hommage à Alfred Marie-Jeanne. Oui. Non, mais on ne le fait pas assez. Donc on rend hommage en disant non, mais parce que très objectivement, au PPM, aujourd'hui c'est un PPM qui signe. Il faut quand même se rappeler ça, c'est un geste politique d'abord. Au PPM, les anciens du PPM n'avaient pas forcément cette volonté politique d'intégration, alors que Alfred Marie-Jeanne, lui, l'avait. Et puis là, aujourd'hui, c'est un PPM qui continue, mais parce que derrière tout ça, il y a un combat de négociation, pas possible. Ah oui. C'est hyper long, hyper compliqué. Des réunions, des voyages. Alors, quelques exemples, et puis après je passerai la parole. Un accord cadre signé avec Antigua et Barbuda pour un programme d'échange hôtelier ou une immersion à un institut de formation qui s'appelle Abati, où les hôteliers d'ici vont se faire former au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Une relation entre ici et la Grenade pour améliorer la production de cacao. Parce que la Grenade a une réputation, semble-t-il, internationale. Alors un accord cadre avec cette Lucie, alors là, c'est la proximité, mais qui est énorme. Industrie artistique, développement touristique, et développement du concept de multidestination. C'est vrai, c'est logique. Le touriste qui vient ici, qui pourra rayonner à la fois sur cette Lucie et la Martinique, coopération sanitaire, of course, on est tout à côté, changement climatique et risques majeurs, et puis coopération pour l'eau, puisqu'on a quand même quelques connaissances sur l'eau. Je ne détaille pas, mais avec cette Lucie, c'est sous la... Surtout comme la Martinique a initié, dans le cadre de cette fameuse diplomatie territoriale, l'inscription physique de Martiniquais et de Martiniquaises comme, entre guillemets, toujours entre guillemets, ambassadeurs. Donc il y en a une à Sainte-Lucie, qui est super efficace, il y en a une au Brésil, et il y en a un bientôt en Haïti. Et puis ici on a une consul, Yasmine Walcott a une consul. Dominique. Sainte-Lucie. Pour la Dominique, sa production d'électricité par géothermie, il semble que EDF a abandonné, mais que M. Letchimy veut reprendre le flambeau. Alors GDF est revenu. GDF Suez. Pourquoi c'est pas... Qui code le dossier? C'est pas assez rentable? Daniel, tu codes le dossier? Il y a un problème de fiscalité, c'est pour ça qu'ils étaient un petit peu retirés, mais la fiscalité un petit peu arrangée, ils reviennent, ils ont trouvé des arrangements. Parce qu'en réalité, ils négociaient sur la tarification par rapport à la parité dollar, etc. Et que, comme il y a toujours des comptables à la tête de ces organismes, eux, ils comptent. Ils ne réfléchissent pas, ils comptent. Les œufs. Ils comptent. Donc il y avait moins. Il y aura trop de sorties là, pas assez d'entrée, on l'arrête. Voilà. Il faut faire attention, on est bien d'accord, ce n'est pas EDF. EDF est sorti totalement du dossier. C'est GDF Suez, qui est le concurrent d'EDF en termes de production électrique, qui revient avec ce dossier. Mais c'est au total plus de 400 millions d'euros d'investissement. C'est pas. Nadia, toujours avec cette Lucie, une coproduction courant 2015, un film qui serait tourné à la presse de DRS Cracotte, tu es au courant, tu as vu. Voilà. Bon, alors ça, c'est. Alors,
je ne veux pas reprendre les différentes adhésions, c'est un tas d'acronymes un peu complexes. Il faudrait qu'on fasse une émission avec ça et qu'on explique ce qu'est le CEPAC, ce qu'est l'AEC, ce qui a été fait, ça sert à quoi. C'est immense, quoi. Le chantier est immense. Peut dire, oui, vas-y, Daniel. C'est qu'il y a une question de dimension. Gabriel l'a un peu abordé tout à l'heure. L'OACS serait le plus petit dénominateur commun. Ouais. Disons, en termes de superficie, de nombre d'habitants. Le plus proche géographiquement aussi. Voilà. Plus grand que ça, il y a l'AEC, l'Association des États de la Caraïbe, qui est le plus grand. Ouais, qui s'ouvre à Haïti. Depuis le Mexique jusqu'en bas. Et puis, il y a à la fois le CARICOM, qui est le marché commun Caraïbe, surtout anglophone, et la CARICOM, qui est la communauté des États de la Caraïbe. En fait, alors justement, là, on peut s'arrêter 30 secondes, là, parce que tout le monde bute sur ça, la CARICOM. Non, mais parce que le CARICOM existe depuis des décennies. La communauté voilà. des États de la Caraïbe. Nous, c'est la CARICOM qui nous intéresse. Voilà. Ce qu'il faut dire, je reviens à l'OACS, puisque c'est pardon, l'OACO, monsieur Gagnon. En français. L'OACO, oui, bon. Je reviens donc à l'OACO, puisque c'est ce qui nous concerne directement ces jours-ci. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que jusqu'à présent, l'OACS était, j'allais presque dire réservé, uniquement aux États anglophones. Composé en majorité que d'États anglophones. Que d'États anglophones. La Martinique est le premier État, entre guillemets, avec un tas de guillemets, le premier pays francophone. Et ça ne va pas sans conséquences. D'abord, les problèmes de traduction, voilà. Il faut des traducteurs et de vrais traducteurs. Déjà commencé, petite parenthèse, sans te couper garde ton fil, c'est que le communiqué final est en anglais. Alors je vais demander comment se fait-il qu'un marquant qu'il n'y a pas de communiqué. Le communiqué final est en anglais. Il devrait être en anglais et en français. Bon, maintenant, peut-être qu'on devrait se mettre en anglais aussi, non? Mais il faut. Si on est caribéen, diplomatie, il faut qu'il y ait deux langues. Absolument. Même trois. On est d'accord là-dessus. Et être traducteur, contrairement à ce que peut-être on pense un peu, encore nous Martiniquais, je pense qu'on est encore dans cet état d'esprit, ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. Absolument. Ça nécessite une formation, c'est un vrai métier. Tant traducteur oral que traducteur écrit. Mais vous avez vu que nous pouvons rentrer que Gagnon a pris la boue parce qu'il n'y a pas eu la traduction en français. Mais il a raison. Alors, les éléments du discours de l'Elchimi. Attends, juste une non, on est pas au niveau de la plaisanterie. Deux secondes. J'ai ajouté troisième langue. Ouais. Il faut savoir qu'en termes de population, la Martinique qui rentre, c'est le volume global des gens augmente de 37%. Absolument. Ils sont 650 000 avec la Martinique et la Guadeloupe, ils passeront 1,5 million. Voilà. Tu dis pas, oui, il faut le dire. C'est-à-dire qu'ils sont à 400, ils seront à 1 million avec Martinique et Guadeloupe. Ça veut dire qu'il y a le français qui entre deux fois. Donc, tu es obligé d'intégrer. Dorénavant, si dans l'accord, le français devra être intégré dans les documents. Et troisième élément, c'est que dorénavant, la deuxième langue majoritaire, c'est le créole. C'est le créole. Martinique, Guadeloupe, Dominique, Sainte-Lucie, sans compter qu'il y a des gens à Saint-Vincent qui le parlent. Ouais, ça quitte. Ça quitte. Un peu. Mais quand même. Il y en a. Cela veut dire que dans le sommet, on pourra parler créole. Comme ça a commencé hier soir, lors le point de presse final, où le Premier ministre Dominique s'est exprimé à la fin en créole, en reprenant tout ce qu'il avait dit en anglais. Très bien. Alors, quelques éléments du discours de M. Letchimy. Il a évoqué l'existence d'une femme mulâtresse, esclave rebelle de Sainte-Lucie, qui s'appelait Flore Gaillard, et qui va d'abord tuer son ancien maître, qu'il avait violé, puis durant plus de 5 années, elle va persécuter les esclavagistes, dévasser les plantations, vaincre les Anglais à plate couture, lors de la fameuse bataille de Rabo. Il a également évoqué le général Cudjoe, un ex-baron de la Jamaïque, qui finalement a fait un peu pareil et qui est arrivé jusqu'à l'autonomie du territoire. Il a évoqué aussi le colonel Delgrès et ses centaines de compagnons qui, le 28 mai, en refusant le rétablissement de l'esclavage, ont préféré mourir sur une poudrière plutôt que de renoncer à la liberté. Alors, ça pourrait paraître incongru, parce qu'il rentre là, il raconte toute l'histoire, mais enfin, moi j'ai trouvé que c'était quand même pertinent de donner un cadre, de dire quand même que il y a une trame de combat et de lutte, et que peut-être qu'on est encore franco-français, mais que c'est un choix
et qu'en quelque part, il y a une tradition avec Delgrès, il n'a pas évoqué avec Fanfaronnade, nos propres héros, il y en a quelques-uns, mais je trouve ça quand même intéressant. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je me suis trouvé dans un milieu où les gens ont critiqué ça. Alors je leur réponds directement par votre intermédiaire. Ce que la Martinique va trouver, c'est un travail de politique commune qui comprend, sur le plan législatif, réglementaire, fiscal et dans le domaine de la justice, de la santé, des déplacements, de la communication des acquis. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le discours de M. Letchimy, il a entré en répétant plusieurs fois que nous venons avec humilité. Nous venons avec humilité, nous venons avec humilité. Oui. Qui veut se prononcer sur ça? Nadia. Oui, je te donne la phrase. La Martinique, en toute humilité, veut renforcer cette stratégie commune enclenchée depuis 34 ans par le CS. Elle dit, bon, elle ne veut pas seulement une géographie cordiale. Oui. Elle veut adhérer à un espace économique commun. Elle veut pénétrer un lieu organisé de vivre ensemble, en expliquant quand même quels les moyens économiques qui constitueront 60% du PIB de l'ECS et la population 400 000 vont participer à cette grande œuvre. Et il répète après, nous venons encore fraternellement, mais avec humilité. Tu vois, bon, il disait, il faut... voilà. Enfin, pour le coup, la notion d'humilité me semble, au-delà du discours, aller de soi, dans la mesure où, même si l'apport de la Martinique et de la Guadeloupe change la dimension configuration totale de l'ensemble qui est le SEO, enfin, je ne suis pas très forte en sigle, aussi bien au point de vue de population que aussi au niveau du PNB, parce que le PNB de la Martinique est quand même supérieur à celui des autres États. C'est quand même une organisation qui existe 80. Depuis plus de 30 ans. 34 ans. Et qui a très bien fonctionné sans la Martinique et la Guadeloupe. Donc, tout nouvel arrivant qui se respecte ne peut qu'arriver en toute humilité sur cet aspect-là. Et puis aussi, le fait que, au-delà des discours, cette adhésion va surtout se traduire par des actes concrets. Des actes concrets et des actes qui vont être fondateurs pour les économies de ces États-là. Oui. Donc, bien entendu, un partenariat commence. Il ne peut commencer que avec humilité de part et d'autre des partenaires. Vas-y. Il y a une dimension qu'on oublie et qu'il faut rappeler, c'est que la totalité de ces États, ce sont des paradis fiscaux qui concentrent des sommes qui sont colossales. On parle de dizaines de milliers de milliards de dollars. On est à 14 000 milliards de dollars cumulés. Alors évidemment, cet argent-là n'appartient pas à ces pays-là. Ils en tirent des sommes, des ressources assez considérables, en particulier les îles Vierges britanniques. Mais ce qui est intéressant, et je discutais avec l'un des premiers ministres qui me disait, ce qui est intéressant, c'est que les milliardaires souvent à titre personnel, qui investissent dans ces îles, sont prêts à aller plus loin dans les investissements, mais ils veulent des territoires où il y a de vrais potentiels. Alors évidemment, comme les îles Vierges britanniques, c'est tout petit, c'est 150 km², c'est-à-dire, on va dire Fort-de-France plus la montagne, ils veulent des territoires plus grands. Et il racontait que la Martinique et la Guadeloupe, justement, peuvent représenter ces fameux territoires plus grands, notamment dans l'hôtellerie, dans tous les projets immobiliers et dans l'industrie. Donc, il y a aussi ce potentiel-là. Il n'est pas souvent évoqué. On dit, le paradigme, ça serait plus sous-marin, plateforme, du moins avancée de l'Europe. C'est le contraire. Et c'est vrai. Alors, c'est vrai, parce qu'on a vu l'exemple trinidadien. Là, c'est une initiative individuelle, les frères Mon Plaisir, qui vont chercher des Trinidadiens. Mais là, ça peut se concevoir à l'échelle de l'État. C'est-à-dire que les gouvernements peuvent dire que dans un effort global d'infrastructure, il peut y avoir à la fois des investisseurs européens partant de la Martinique et de la Guadeloupe. Ils n'ont pas besoin de nous, hein, mais pour aller dans ces pays-là. Mais ça peut être intéressant parce que là, il y a un cadre juridique. Il y a un cadre juridique incitatif, notamment sur le plan fiscal. Voilà. Et ça devient intéressant. Alors, comme l'un des serpents de mer que constitue la zone franche globale va bientôt, probablement, être annoncé,
Ouais. Ça, c'est, à mon avis, c'est en cours. Par François Hollande. En tout cas, la réflexion va très très vite. Ça devient une espèce de continuité d'État, avec une population de 1,5 million quand la Guadeloupe va rentrer dessus, et puis un PNB énorme, parce que là, ils sont à 10 milliards d'euros, grosso modo, avec les 8 milliards de la Martinique, plus les 8 milliards de la Guadeloupe, ça va faire 16 milliards d'euros de richesse, parce que c'est de la richesse créée. Et là, ça commence à devenir extrêmement attractif pour les gens qui ont du fric dans la région. Bon, ceci étant, ils ne vont pas trop vite. Hein oui, ils ne vont pas trop vite. Il y a un cadre c'est que l'accord s'applique en fonction des compétences de la Martinique. On n'a pas la compétence fiscale, on n'a pas la compétence monétaire. Ça doit passer évidemment par des négociations et par des champs de possibilités. C'est à long terme. Oui. C'est pas si à long terme que ça, je ne suis pas d'accord. Si la Martinique devient, par exemple, l'année prochaine, s'il y a une loi qui institue la zone franche globale en Martinique, cette zone franche globale accueille toutes les entreprises. Et une entreprise qui s'installe par exemple en Dominique et qui est capable de faire par exemple dans les nouvelles technologies, peut très bien, au lieu d'installer son usine, voilà, ça devient compétitif, même si elle va produire des choses pour le marché dominicain. Elle peut très bien, avec ses incitations fiscales, s'installer en Martinique. Et ensuite, et c'est là qui est intéressant, parce que les gens ne comprennent pas, elle fabrique ces trucs, ces produits en Martinique, elle les exporte en Dominique, ils deviennent dominicains. Et une fois qu'ils sont dominicains, ils peuvent circuler dans tout cet espace sans droit de douane. Je maintiens, ils ne vont pas trop vite. Quelques exemples. Camarades, c'est pas encore fait. Disons moyen terme. Quelques exemples de propositions qui ont déjà été approuvées. Parce que c'est ce qui m'a semblé intéressant dans la démarche du président Letchimy, c'est qu'il est arrivé avec des choses déjà actées, des choses déjà votées. Ça donne une conférence caribéenne sur les mutations climatiques en relation avec la conférence climatique de cette année à Paris. Et ça a été, je crois, accepté par l'instance OCO. Il n'y a pas eu de vote contre en plénière. Oui. Beaucoup de protestations, mais... Un Erasmus Caraïbes, qui va s'appeler un Césarius. 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 C'est ce qu'il propose, mais à mon avis. Non, ça ne passera pas. Enfin, au moins la dénomination ne passera pas. Qui serait le cadre dans lequel les étudiants et même les lycéens... L'échange d'études collégiens, lycéens. Ça, c'est génial. Et avec des sommes dégagées, 320 000 €. Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais en fait, c'est un commencement à tout. Une conférence de la connectivité dans la Caraïbe. Interconnectivité aérienne, maritime. Alors c'est quoi ça? Expliquez-moi ça. C'est pour qu'on puisse savoir comment on va fonctionner librement, téléphoner, bouger, marcher. Calmez-vous. Chercher à ouvrir les liaisons aériennes. Bon, n'oublions pas qu'il y a une compagnie anglaise qui s'appelle Aliat. Et que bon, l'Aliat, si la Martinique rentre, d'une part on appelle le capitaux, si la Martinique rentre à l'Aliat, ils sont bien contents. Ils seront contents. Oui, c'est sûr. Mais bon, on a une expérience Air Martinique. Maritime, c'est essayer de mettre du cabotage. Un peu balbutiant. Les échanges commerciaux. N'oublions pas qu'il y a le grand port maritime qui, lui, a sa plateforme, son hub régional, et qui, bon, il y a besoin effectivement de la liaison. Énergétique, on l'a vu avec la géothermie. La géothermie, ça sûr. Et ceci étant, les deux gros axes. Le numérique, effectivement, c'est l'interconnectivité, c'est par le câble. N'oublions pas qu'il y a un câble sous-marin qui passe loin de la Martinique. Oui. Un câble Internet, il passe loin de la Martinique, puisque l'ancienne gouvernance s'est un peu fâchée avec un autre département. Télévisuel. Mais c'est ça, c'est dans le câble. C'est dans le fameux câble sous-marin. Voilà. Pour ça, un budget de 150 000 € pour faire des études, hein. C'est seulement pour faire des réunions. Pour le moment, ce sont des budgets relativement restreints pour les études. Ce sont les trois propositions. Je vous ai déjà parlé de cette Lucie. Ce sont les trois propositions amenées par la Martinique et acceptées hier avec enthousiasme par nos amis, par les honorables premiers ministres de Dominique et Saint-Louis. Je les comprends. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette allusion très précise et assez longue à Haïti, avec une formule très forte. Nous portons tous un Haïti en nous, et la référence à ce peuple souffrant en disant que c'est une blessure qu'il faudra... Mais s'il est patient, il va de toute façon retrouver Haïti, hein, parce qu'Haïti est dans le CARICOM. Voilà. Donc on va le retrouver. Et Haïti est dans l'AEC. Alors pour conclure, il s'agit de faire prendre conscience à nos peuples, et plus particulièrement au peuple martiniquais, de sa nouvelle position géostratégique, de sa pleine appartenance au bassin géographique caribéen et de son extraordinaire richesse naturelle, notamment dans le domaine de la biodiversité.
Nous remercions donc les présidents de région qui se sont succédés. D'abord, l'honorable M. Marie-Jeanne et M. Letchimy de faire de nous les Caribéens. Puisque nous sommes déjà européens. On pourrait être caribéen un petit peu. On peut être bonne aussi idée, caribéen. oui. Oui, mais la préfecture a cité en référé la SARA pour obtenir les éléments pour la fixation mensuelle des prix de carburant. Pourquoi la SARA ne donne pas pour baisser le coût, parce que le baril de pétrole, le coût diminue? Qu'est-ce que moi ça? Bon, il y a un contexte récent qu'il faut rappeler. Ouais. C'est que désormais, enfin dans les semaines qui viennent, le propriétaire principal, l'actionnaire principal de la SARA ne sera plus Total. Et la guerre était ouverte entre M. Lurel, l'ex-ministre des Outre-mer, et le patron de Marjorie, qui est malheureusement décédé dans un accident d'avion, donc de la direction de Total, sur cette histoire de transparence de fixation des prix. Et la guerre a continué. Mais la guerre continue tout simplement parce qu'en attendant que le nouveau propriétaire, qui est beaucoup plus cool que Total, qui s'appelle le groupe Ruby, prenne le contrôle de la SARA. Donc ça va se régler, à mon avis, sur la table et non pas dans les tribunaux. C'est évident. Mais là, le préfet était agacé parce qu'il a besoin... Oui, il a besoin de là tout de suite, là, alors, pour février. Alors, quelques éléments pour que nos amis, nos fidèles téléspectateurs, que je remercie d'être présents, comprennent la problématique, c'est que les prix sont réglementés et à ce titre, la raffinerie doit fournir toutes les données nécessaires à l'État pour que ce dernier puisse fixer les prix. Alors ça donne, on l'a déjà dit, des crêpes Panchard, des crêpes Lurel, on ne peut pas revenir. Alors les éléments qui sont nécessaires au préfet pour qu'il utilise combien ça, parce que quand ça augmente, il a les éléments tout de suite. Alors, et comme ça a baissé de 40% sur le marché mondial. Alors, il y a un certain temps avant de baisser à la pompe. C'est normal. On va trouver l'explication. Laissez-moi vous donner les éléments. Le coût d'approvisionnement, le coût de raffinage, le coût de la logistique, la rémunération des capitaux, qui doivent être communiqués dans les 24 heures ou alors 25 jours au plus tard, après qu'ils aient eu ces éléments. Et puis le très bon article de France Antilles, dont je m'inspire. Comme d'habitude. Le commentateur qui explique qu'il ne semble pas que ce soit juste un petit oubli de la part de la SARA d'avoir pas transmis l'ensemble des éléments. Très perfide. La SARA, et puis oui, Ruby va effectivement prendre... Alors ma question est la suivante. Est-ce que le préfet va demander, et puis comment faire pour nous rembourser de cette diminution qu'on n'a pas eue? Comment faire? Parce qu'on aurait dû l'avoir déjà depuis plus de mois. C'est comme dans le jeu Le Maillon Faible. Les sommes non encaissées sont définitivement perdues. Et si on reprend Coluche, ça c'est un jeu qui s'appelle Qui perd, perd. Est-ce que vous pensez que ça va se faire réellement, la cession de Corsair à Air Caraïbes? Mais pourquoi une compagnie comme Corsair se vend à Air Caraïbes? C'est pourquoi Air Caraïbes rachète Corsair. Vous êtes bien lancé là. Il est content. Alors, monsieur Gagnon. Pourquoi il rachète? Non, facile. C'est le magazine La Tribune qui, quand même, c'est pas France Antilles qui nous a annoncé, ni Antilla, ni le Progressiste qui nous a donné cette information, c'est La Tribune qui va nous. La Tribune, je ne lis pas parce que c'est un journal qui est numérique et non en papier, donc je ne peux pas lire. C'est un conditionnel du papier. Mais tu ne vas plus le savoir. Je lis les échos. Oui, mais tu ne vas plus le savoir et nous le faire savoir. Je vais répondre à La Tribune, information qui concerne mon... Bon, on fait continuer. Qu'est-ce que je demande par le tour? Merci, Saint-Père. Absolution, devant l'absolution. Ils en sont déjà au stade des négociations exclusives, ce qui fait que c'est presque sûr que ça va se faire. Non, mais il faut que j'aille à La Tribune pour le savoir. Continue. Corsair, est-ce que Corsair était rentable? Première question. Il faut croire que non. Bon. Donc ça veut dire depuis combien de temps c'est pas rentable? Parce que l'actionnaire qui vend Corsair, n'oublions pas qu'il avait racheté Nouvelle Frontière. Et s'il vend Corsair, c'est qu'il veut se débarrasser d'un puissant fonds. Bon. Une perte opérationnelle de 8,9 millions d'euros. Oui, mais dans la c'est an. C'est évident. Ça peut être par mois. Bon, par an. Air Caraïbes, ce qui intéresse Air Caraïbes, 12 millions de bénéfices pour l'exercice 2013-2014. Oui. 12 millions de bénéfices. Sur le transatlantique. La branche transatlantique est... Oui, naturellement, la place locale est déficitaire. Mais tu as participé pour beaucoup à la raison de voyage tous les 2 mois. Bon, c'est pas un détail. Nous sommes tout à fait.
Que tu devrais venir plus souvent, je remarquais qu'il ça va, il est. Non, mais non, ça veut dire, parce que s'il y a quelqu'un qui veut s'y attacher, il faut qu'il sache qu'il n'est pas là tous les 2 mois. Alors, donc, j'éloigne les postulats. Allez, la question, Air Caraïbes, il y a une notion de concurrence. Ouais. Si on laisse venir un actionnaire solide à Corsair, et qui met Corsair dans une situation de concurrencer très sérieusement Air Caraïbes de ce petit 13 millions d'euros de bénéfices annuels. Il existe des enjeux. Ce 13 millions de bénéfices pour une compagnie aérienne, c'est que le coût d'un avion ou d'une exploitation d'une usine atlantique, excuse-moi, ça me paraît très petit. Comment Air Caraïbes va faire pour gagner de l'argent là où Corsair, qui n'a pas picou, il n'est pas gagné l'argent depuis caché, tu es Ibo. Si on doit aller, on va faire très mal chez Qu'est-ce qu'on fait avec les avions? Il y a 4 avions. Il faut quand même les avions, ça n'appartiennent pas à des mecs, des locations d'avions. Des leasing, oui. Qu'il y avait une coopération entre Corsair et Air Caraïbes depuis belle lurette. Et au bénéfice d'Air Caraïbes, puisque les vols étaient plus souvent des vols Air Caraïbes que des vols Corsair. Donc Corsair aussi commençait quelque part à se désengager de la ligne américaine, enfin transatlantique. Donc il y a aussi ce fait-là. Donc quelque part, pas que ça tombe sous le sens, mais c'est une évolution. Oui. Parce que le prix du billet, lui, la baisse du pétrole, on ne connaît pas. Hein. Non, le kérosène ne connaît pas. Les taxes aériennes aussi sont très chères, il faut le dire. Hein. Ouais. Les taxes ne diminuent pas pour ça. Les taxes ont servi à renflouer une collectivité qui était en grande difficulté. On n'a pas payé pour rien. Voilà. Eddy. Bon, Gabriel a raison. Quand on rachète une compagnie aérienne, on rachète des autorisations d'atterrissage et de décollage, ce qu'on appelle des slots. Donc en fait, on peut réduire, une fois qu'on a racheté Air Caraïbes, on a racheté un de ses concurrents. Pas le principal évidemment, mais un de ses concurrents. Et la totalisation du trafic Air Caraïbes plus Corsair fait de Air Caraïbes le numéro 1 sur le transatlantique. Waouh. Devant Air France. Et comment Air Caraïbes va faire pour aller à la Réunion et tout ça? Parce que Corsair y allait. Mais ils peuvent très bien revendre leurs slots. Et comme ils sont propriétaires des droits de vol, ils peuvent les céder. Voilà. Donc en fait, tu n'achètes pas des avions, tu achètes. Et c'est ça qui est le plus rentable. C'est les autorisations des droits de trafic. Voilà. Vous pensez que les 1250 salariés... C'est les comptables qui sont là-haut. Hein. Les 1250 salariés de Corsair et les 870... Et ils sont très tranquilles ces jours-ci? Non, à mon avis, les 1200 de Corsair doivent quand même faire du souci. Il faut rappeler le contexte quand même. Hein. Une fois que TUI a racheté le groupe Nouvelles Frontières, dont faisait partie Corsair, ils ont dégraissé au maximum. Donc, ils ont coupé toutes les branches mortes. Et depuis TUI, qui est un groupe, c'est une multinationale allemande, il faut quand même le rappeler, fait des bénéfices assez considérables depuis. Et ils vont continuer à découper. Et Corsair, c'était une toute petite branche pas très rentable. De l'ensemble. Voilà. Partie fine au Carlton, c'est le petit de mon policier. Non, c'est une affaire très réelle et qui de la République. Un certain DSK, financier international. Qui a entaché l'image de la République française. On est à la frontière. Un certain DSK, financier international de haut vol, d'instinct erratique, je n'ai pas dit bas, hein, instinct. Je crois que tu allais dire primaire. Erratique ou érotique? Good, les deux. Érotique ou erratique. Est au cœur d'une affaire de prostitution, parce que c'est prostitution, hein, juridiquement, hein, là je ne diffame pas. Le réseau dont il fait partie aurait été mis en place par des amis dans le nord de la France pour lui permettre de passer de folles nuits libertines avec quelques notables locaux et de jeunes femmes rémunérées pour l'occasion. L'un des protagonistes s'appelle Dodo la Saumure. C'est marrant. Alors, comment vous replacez ça dans le fonctionnement démocratique? On n'est pas su, que les journalistes n'ont pas parlé. Non, fait que par les journalistes, qu'on n'est pas su. Bon, qu'on n'est pas su, qu'on n'est pas porté à notre connaissance qu'un homme qui a failli être président de la République française. On l'a su, on l'a su parce que ça a explosé, on l'a su parce qu'il y a eu ensuite au Sofitel. Il y a eu le Sofitel de New York. Bon, voilà, c'est un peu dans cette direction. Et puis pourquoi il y a ce genre d'omerta de silence sur ces choses de la République parfois, alors que d'autres fois, un flic qui a donné des infos à un copain, notre copain flic, boum, il est suspendu, la presse parle de ça, il méritait de l'être, hein, je parle du présent directeur de la PJ parisienne. Pourquoi ces différences de régime? Qui veut parler? Moi je ne trouve pas qu'il y ait une différence de régime, mais je trouve que l'affaire DSK, puisque c'est lui qu'on met en avant,
médiatiquement parlant, il est payant de mettre en avant DSK. Mais il y a tout un système derrière dont il serait en partie responsable. Le conditionnel reste important. N'est-ce pas? Bon, il y a longtemps qu'on sait ça. Il y a longtemps qu'il y a des investigations là-dessus, donc ce n'est pas caché. Oui. Maintenant, là encore, on revient à l'histoire de la Caraïbe tout à l'heure, c'est un processus très lent. J'aime bien la comparaison. C'est un processus très lent. Il ne faut pas être pressé. Surtout que dans une affaire comme ça, le processus pouvait être lent et devrait être lent. Non, c'est sérieux. Enfin, donne ton avis. Cette affaire-là, toute cette affaire sordide qui fait la une, comme à l'époque celle de Berlusconi aussi avait fait la une dans des affaires un peu similaires. Et en fait, tout ça c'est assez tragique. Enfin, je trouve que c'est assez tragique de sociétés démocratiques, civilisées, qui puissent avoir entre guillemets, des affaires et que tout le monde en soit au stade où on découvre. Donc, tu parlais d'Omerta tout à l'heure, c'est plutôt ça que je trouve scandaleux. C'est plutôt ça, c'est scandaleux, c'est dans quelle mesure on sait des choses qui sont inadmissibles et qui le sont d'autant plus quand elles touchent justement au fondement de ces sociétés qui sont des démocraties, donc avec des personnalités politiques dont le métier est bien de représenter des États et de gérer des États. Je trouve que le paradoxe il est tellement énorme que voilà, je trouve pas tellement de mots parce que en parler, c'est carrément dégradant, et ne pas en parler, ben finalement, c'est faire continuer à faire fonctionner un système qui est vraiment honteux. Il fallait qu'on en dise deux mots. Eddy, et puis ensuite Gabriel. Non, moi je crois qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Et puis, ça fait plusieurs fois qu'on recontexte cette affaire, et comme beaucoup d'autres, les hommes politiques, dont on va dire les personnalités, les gens importants, dont on dit qu'ils doivent être des exemples, etc. Il faut quand même rappeler que ce sont des hommes et des femmes, et que le système du pouvoir met à leur disposition, leur sert sur un plateau un certain nombre de tentations, de plaisirs de manière générale. C'est à eux de choisir. Okay, mais il ne faut pas dire, comme je l'entends très souvent, vous devez... en fait, vous ne pouvez pas fauter. Voilà. C'est impossible de fauter quand on est un leader politique, etc. Il faut arrêter l'hypocrisie. Ça vient des anglo-saxons, ça. Ah, c'est pas possible de fauter. Même s'il a fauté, il faut cacher. Bon, ça va, c'est bon. Mais pour le coup, les anglo-saxons sont très puritains. Eux, par contre, ils font pas dans la dentelle. Oui, parce que... Et pour le coup, leurs édiles, ils se tiennent à carreau. Non, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, ils tombent en tout cas régulièrement lorsqu'ils sont pris sur le fait. Non, voilà, c'est-à-dire que nous... Ils ne se tiennent pas plus à carreau, mais quand ils sont pris... Ils sont morts. Ils sont morts. Voilà. Tout simplement parce que nous, le système, on va dire, latin, parce qu'ils avaient dit ça, accepte et tolère. Okay. Le système anglo-saxon n'accepte pas, mais pratique. Ouais. Donc, entre les deux, moi je dis là. Gabriel, ta position sur ça. Franchement, parler du Carlton ne m'intéresse pas. Bon, non. On va pas développer, non. Bon, mais ça t'intéresse pas. Ça t'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parler du Carlton, une affaire de proxénétisme et de mal organisé. Ouais. Aucun intérêt. Tu as dit affaire de la République. Non, c'est pas une affaire de la République. Simplement, c'est l'affaire, comme il y a un personnage, Dominique Strauss-Kahn, qui a été l'un des favoris de l'élection présidentielle, qui s'est fait prendre dans un hôtel parce qu'il a eu une petite pulsion, qui lui a coûté très cher, très très cher, et que ce personnage était en position d'être favori pour l'élection présidentielle. Et qu'on découvre, on a ouvert la boîte de Pandore, de Sofitel New York, on découvre qu'il y a eu le Carlton, qu'il y avait des organisations, etc., et qu'il est au cœur de l'affaire. Pour l'information, qu'est-ce qu'il lui reprochait? D'avoir couché avec des prostituées, donc d'avoir pratiqué le proxénétisme.
On ne reproche pas d'avoir ces parties fines, c'est d'avoir projet. Est-ce tarifé? Tarifé. Ça veut dire que cette affaire, pour une dérive personnelle, devient une affaire publique. Ok? Si c'est une affaire publique en proxénétisme, qu'il y a des réseaux qui s'organisent dans tel mais l'homme politique, ça veut dire qu'aujourd'hui, le comportement privé prend une importance dès lors qu'on est au premier rang, dès lors qu'on est au premier plan, et que ce comportement privé peut être sujet à toute espèce d'analyse, d'examen et d'enquête, au point que votre attitude ou votre image publique va être complètement tributaire des dérives de votre comportement privé. Absolument. Bon, alors, saxon, latin, et on doit arrêter, oui ou non, un homme public ayant le statut d'être président de la République ou étant en potentialité d'être un dirigeant de pays, doit-il arriver devant le public complètement nu et disant me voilà, je suis sain, j'ai jamais touché une femme? Non, surtout pas nu. Ah non, pas touché une femme, mais j'ai pas. Pas nu, pas nu. Alors voilà, la petite musique que vous avez entendue, c'est pour nous dire que l'émission va se terminer, mais je voudrais quand même dire ce dont j'aurais bien aimé parler avec vous, c'est 2 mots sur le fait que Jean-François Copé était bien examiné pour abus de confiance. Financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Que M. Marie-Jeanne a quasiment bloqué M. Jean-Philippe Nilor et qu'on a atteint un point assez extatique à la fin. Assez extatique sur la question de la participation ou non du G20, c'est-à-dire des maires l'alliance qui pourrait se faire, qu'annonçait très heureux M. Nilor, sous une condition, c'est que M. Azero demandait que M. Lise ne fasse pas partie, que M. Lise disparaisse, la formule du Nord. Oui, bien sûr. Des questions qui se posent, est-ce que Bruno Azero, il a joué éperdu? Est-ce que par bravade et par revanche, il va se rapprocher de l'Alliance pour une Martinique nouvelle, pour se dire, puisque vous menez sa propre liste. M. Perras a dit qu'il reste à ouvrir. Ouais. Soyez attentifs aux élections du Doubs, les législatives partielles, pour savoir comment l'UMP va se... Comment l'électorat de droite doit se comporter, pas l'UMP, on sait déjà. Pas l'UMP. Et puis soyez tous présents vendredi prochain à 20h30 pour à nouveau être avec nous et qu'on vous décrypte l'actualité, les faits sociaux et divers, avec des personnes aussi intéressantes que M. Galion, M. Barajo et M. Confert et Mme Selcal, si elle veut nous faire l'honneur d'être là. À très bientôt. À bientôt. Bonsoir.